À tous et bienvenue à cette keynote sur le thème du retail design. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais faire une petite entrée en la matière un peu ludique. Oups, pardon, on va y arriver. Ouais. En jouant un petit jeu de reconnaissez-vous ces enseignes. Donc je vais vous montrer en fait des photos de points de vente physiques. Et je vais vous demander de les reconnaître, d'identifier les enseignes auxquelles les magasins appartiennent. On commence par ces deux magasins, car oui, il s'agit bien de deux points de vente physiques, de deux enseignes différentes. Zara, le deuxième. H&M, non. Donc vous voyez déjà qu'il y a un petit souci. Ce n'est pas aussi simple que ça paraît. On réessaye. La rapidité à laquelle on reconnaît ceci. Lush. Apple. Merci. On voit que c'est beaucoup plus facile. Et donc, pour moi, là est la valeur ajoutée du retail design. Le magasin physique offre une opportunité unique à une enseigne de créer un environnement qui, lui, est propre à 360 degrés. Ça veut dire aussi en utilisant tous les sens. Pour les marques qui sont capables de vraiment utiliser le potentiel complet de ceci, on peut créer des expériences absolument uniques et mémorables, comme on le voit ici avec Miu Miu, qui essaye d'étendre son marché en Chine et qui a donc créé une activation dans le cadre du Nouvel An chinois, où tous les sens étaient explorés. On avait de l'olfactif avec des fleurs, du gustatif avec du café et des friandises. On avait de la tactilité, évidemment, à travers l'utilisation de ces différents goûts. On avait des produits qui faisaient appel à de la musique. Et on avait évidemment beaucoup de visuels. Qu'est-ce que ça fait? Ça ancre l'expérience dans la mémoire du consommateur d'une manière unique. Ça crée du lien. Et seul le point de vente physique dans le mix omnicanal offre cette possibilité à l'heure actuelle. Je me présente donc, je m'appelle Elisa Servet, je suis experte en retail design. Ça fait plus de 12 ans que je pratique cette discipline. Je l'ai fait dans 3 pays, en Belgique, à Shanghai, à Londres. Je suis de retour à Bruxelles. Mais avec ça, j'ai aussi fait 6 ans dans le monde académique, où j'ai enseigné. Et j'ai aussi fait de la recherche, donc j'ai fait en effet une thèse sur le sujet du retail design et je suis docteur en retail design. Tout ceci m'offre un point de vue assez unique sur le secteur du retail design, à savoir que je suis architecte d'intérieur de formation, donc je relie ça avec aussi toute la stratégie marketing que j'ai acquise sur le terrain à travers mes années d'expérience. Ça, pour moi, c'est la base du retail design. Et donc, je ne me considère plus du tout comme architecte d'intérieur à l'heure actuelle, mais bien comme retail designer. Ce qui me rend encore plus unique, c'est que je fais ce lien entre la pratique que j'ai acquise sur le terrain et un esprit analytique que j'ai acquis à travers mon expérience académique. Et donc, aujourd'hui, je voudrais un peu partager avec vous mon point de vue très spécifique du secteur du retail design, et à savoir que tout ça commence un petit peu quand même par la thèse que j'ai conduite, qui avait pour sujet la valeur ajoutée de l'expérience en point de vente physique. J'avais 2 objectifs pour cette thèse. Objectif numéro 1, quoi? Qu'est-ce qu'une expérience à valeur ajoutée aujourd'hui? Ok, très bien. Cependant, pour moi, ça reste très académique, on est dans de la description. Donc c'est intéressant de répondre à cette question, mais comme moi je viens de la pratique, c'est aussi important pour moi de comprendre surtout comment. Comment est-ce que nous, les acteurs de terrain, on va pouvoir créer ces expériences de points de vente physique à valeur ajoutée? Aujourd'hui, je vais vous partager une partie des résultats. La thèse fait quand même 600 pages, donc ce serait compliqué. Mais on va s'en tenir à l'essentiel. Donc, d'abord, la question 1. Qu'est-ce qu'une expérience de point de vente à valeur ajoutée aujourd'hui? On voit que ceci se formalise lorsqu'on a une cohérence entre la marque, l'enseigne, les consommateurs qu'elle vise, et l'expérience. Cette expérience se formalise elle-même entre une offre, un service, l'espace, l'environnement physique,
et un aspect d'inattendu. Alors tout le reste, peut-être vous êtes très familier avec. L'aspect d'inattendu, c'est quelque chose que l'on commence à naviguer, mais qui n'a pas encore été formalisé jusqu'à ce que je fasse ce diagramme. Et ce que c'est, en fait, c'est cette notion qu'on peut avoir une expérience valorisante sans ça. Mais si on veut qu'elle soit la plus valorisante possible, il faut qu'elle reste dans la mémoire du consommateur. Pour ce faire, il faut qu'elle offre quelque chose qui va au-delà de ses attentes, et ce, à chaque visite. Vous vous imaginez ce que ça représente pour le retailer, comme pour nous, les designers. À chaque visite, il faut un élément d'inattendu. Et à ce moment-là, on crée l'expérience la plus valorisante possible pour le consommateur. À terme, cela crée de la valeur pour la marque. Et quand on crée de la valeur pour ces deux acteurs, on crée aussi de la valeur pour la société. Donc, tout le monde en bénéficie. Alors, ça, c'est la réponse à la question 1. La question 2, c'était le comment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le processus type que nous, architectes d'intérieur, retail designers plutôt, nous suivons pour créer les points de vente. Souvent, on a 6 phases de travail. La première, c'est la réunion, soit en interne avec l'équipe marketing, si ça se fait au sein de l'enseigne, soit avec le représentant de marque et nous, les consultants externes. Là, on prend le brief créa. Okay. Ensuite, nous, on retourne à notre petit studio et on fait une analyse pour essayer de comprendre le contexte plus global. Okay. À partir de là, on va créer un premier concept, on le fait valider, on développe le concept, on fait valider, et ensuite, on détaille pour pouvoir construire. Ça, c'est le processus de base. Ma question dans le cadre de ma thèse, c'était où se situent les réflexions à propos de la marque, le consommateur, l'expérience. Et ce que je vois, c'est que la marque et le consommateur, on y pense à la phase d'analyse. Très bien, logique. L'expérience, oulala, c'est beaucoup plus sporadique, c'est pas très structuré, et souvent, c'est encore très individualisé. On va parler d'éléments individuels et pas d'une expérience globale. Et donc, souvent, on va parler de ça à la phase de développement. Ce que cela génère, c'est souvent un retour en arrière. On a fait un concept et tout d'un coup, on vient dire qu'il faut rajouter un élément d'expérience. Ça fait pas mal de conflits et ça fait durer le processus. Donc, ma conclusion, c'est changeons le mode opératoire. On ramène l'expérience dans une réflexion globale, stratégique, à la phase d'analyse. Oui, ça veut dire qu'on passe plus de temps dans cette phase d'analyse, mais ça nous permet de répondre à plus de questions pertinentes en amont du concept et de régler des problèmes qui pourraient apparaître plus tard. Donc en fait, on gagne du temps plus tard. Donc ça va prendre le même nombre de temps, c'est juste qu'on investit le temps de manière plus intelligente. OK, très bien. Premier élément de réponse à ma question 2. Il faut, à la phase d'analyse, que je réfléchisse à ces 5 éléments. Super. Oui, mais concrètement, je dois réfléchir à quoi à propos de la marque et à propos du consommateur? Alors, je vous avoue que là, dans le cadre d'une thèse, on se prend beaucoup la tête, donc je me suis pris beaucoup la tête. Il y a 54 sujets qui sont apparus comme étant importants à aborder à la phase d'analyse. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parcourir ces 54 sujets. Donc, de nouveau, je vais m'en tenir à l'essence et donc aux aspects qui, selon moi, sont les plus importants pour chacun des 5 éléments. Est-ce que tout le monde est prêt? On va commencer par la marque, donc. Pour moi, il y a 2 aspects importants pour la marque. Le premier aspect, c'est son identité. Une identité qui lui est unique afin de se permettre de se différencier sur le marché et surtout dans son secteur. Et là où il y a un secteur qui, pour moi, pour l'instant, est très fort dans cette notion de différenciation entre les marques, c'est le secteur du sport, où on voit que 3 des plus grandes marques ont des positionnements et des identités qui sont extrêmement différenciés. On a Nike, qui est pour le battant, celui qui va gagner grâce à sa propre persévérance. C'est moi contre le monde, c'est moi contre la montre. Moi. On a Adidas, qui est dans une notion de l'équipe, on gagne ensemble, c'est nous. Et on a On, le tout petit nouveau, qui vient perturber un petit peu le marché en posant la question de « Oui, mais enfin, faire du sport, c'est vraiment à propos de gagner? Est-ce que ce n'est pas plutôt à propos de s'amuser, de prendre plaisir et justement de déconnecter du stress que le monde actuel nous impose ?»
3 positionnements, 3 identités complètement différenciées qui permettent d'identifier chacune des marques et qu'ils appliquent de manière extrêmement cohérente à travers toute leur stratégie omnicanale, dans la publicité et dans les points de vente physiques. Nike, l'adrénaline, le choc visuel constant. Adidas, qui est dans ses points de vente physiques permanents, mais aussi dans ses activations physiques, comme on a ici, joue le communautaire. Et On, qui vient avec quelque chose de pop, fun. On est juste là pour s'amuser. Donc, cohérence, identité différenciée et traduite de manière cohérente à travers toute la stratégie omnicanale, y compris dans le point de vente physique. Attention que quand je parle de cohérence, je ne dis pas consistance. On ne peut plus, à l'heure actuelle, recopier la formule du point de vente physique à chaque endroit. Les consommateurs ne veulent plus ça. Chaque point de vente doit être légèrement différent, apporter de l'inattendu. Et donc, je vous invite à considérer la formule ESOP, comme je l'appelle. Les magasins ESOP sont tous complètement uniques, des univers immersifs complètement différents, et pourtant systématiquement j'y rentre, je sais que c'est ESOP. Il n'y a aucun doute. Ça, c'est le but ultime pour moi en retail design. Okay? Donc, objectif numéro 1, l'aspect numéro 1 pour la marque, l'identité. L'aspect numéro 2 est beaucoup plus stratégique, c'est-à-dire comprendre quel est l'objectif spécifique de ce projet retail design au sein de la stratégie omnicanale. Et cet objectif, il doit être unique à chaque point de vente, il doit être complémentaire à tous les autres points de vente physiques et à toute la stratégie omnicanale. On ne peut pas faire la même chose dans le point de vente physique que l'on fait sur le site Internet. Sinon, quel intérêt? Pourquoi est-ce que je sortirais de mon canapé pour aller dans le point de vente physique? Et il faut, de nouveau, que ce soit extrêmement cohérent avec la stratégie globale et aussi avec l'identité de marque, évidemment. On identifie 2 objectifs types. Le premier, la vente de produits. Et le bon exemple, Primark. À savoir que Primark ne vend pas de produits sur son site Internet. On peut voir la disponibilité des produits en point de vente physique. Qu'est-ce que cela permet à Primark de faire? D'offrir des points de vente physiques qui n'ont pas d'expérience. Parce que, in fine, le consommateur n'a pas le choix que de venir en point de vente physique pour acheter son produit. Stratégie bien réfléchie. Le deuxième type d'objectif, le développement de marque. Et là, par contre, il faut réfléchir un petit peu plus loin, parce que du développement de marque, on peut faire plein de choses. On peut faire du lancement de produits. Lego a lancé cette gamme de produits floral. On fait un petit pop-up temporaire qui va faire la publicité de ce produit. Le pop-up est un bon format pour ceci. Autre stratégie de développement de marque, l'expansion à l'international. La marque de maroquinerie Delvaux essaye à l'heure actuelle d'investir de nouveaux marchés. De nouveau, le format temporaire du pop-up permet, avant d'ouvrir des boutiques définitives, de faire connaître la marque. Il y a par contre des objectifs qui sont un petit peu différents au niveau de la développement de marque, comme notamment un rebranding ou une réactualisation de la marque. Holland & Barrett est une marque anglaise qui avait un look un petit peu vieillot et ils viennent tout récemment d'essayer de rendre ça un peu plus jeune, un peu plus frais et donc on voit toute une remise à jour dans leur point de vente physique dans cette optique-là. En fonction donc de votre objectif, choisissez le bon format de point de vente. Un récapitulatif donc sur les 2 facteurs importants pour la marque. L'identité pour la différenciation et l'objectif unique, complémentaire et cohérent du point de vente spécifique au sein de la stratégie omnicanale. On passe au deuxième élément, le consommateur. De nouveau, j'identifie 2 aspects. Numéro 1, la personnalité. Et on va travailler avec ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire définir des sortes de cartes d'identité des consommateurs que l'on vise. On va faire un peu une bio, on va un peu parler démographie, même si cela est moins important à l'heure actuelle. Et on va aussi essayer de comprendre leur relation à la marque. Que connaissent-ils? Qu'aiment-ils? Quelles sont les attentes par rapport à la stratégie omnicanale? Quelles sont les frustrations?
Et tout cela aussi dans le détail par rapport au point de vente physique. L'intérêt de faire ceci, c'est que mieux on connaît son consommateur, plus on peut essayer de connecter avec lui. Donc l'outil ici, le but, c'est la connexion. La connexion, ça peut se faire en individuel, ça peut se faire aussi en communauté. Et on voit de plus en plus de marques qui essayent de travailler sur créer une communauté de fans. C'est très populaire dans le streetwear, et ici vous avez un exemple qui pour moi va à l'extrême de la marque Supreme, qui est donc une marque de streetwear un petit peu plus haut de gamme. Alors, leur stratégie à eux, c'est qu'ils envoient des représentants de leur marque faire des recherches dans un quartier qu'ils pensent investir pendant 2 à 3 mois. Ils vont interagir avec les habitants du quartier, leur demander leurs intérêts, essayer de faire du lien. Et donc, à terme, quand le point de vente s'ouvre, il intègre certains des intérêts des habitants. Et les habitants s'approprient le lieu comme un lieu communautaire qui a été fait pour eux et par eux, et non pas comme une boutique. Vous imaginez la force? Donc, Supreme vend du produit, c'est son magasin, mais pour les consommateurs, ce n'est pas un magasin. Extrêmement fort. Donc ici, on est sur cette notion de personnalité. Par contre, la personnalité, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le même consommateur peut avoir des besoins différents par rapport à votre enseigne à différents moments. On parle à ce moment-là des motivations d'achat. Et pour pouvoir comprendre les motivations d'achat, je vais vous montrer 2 axes. Il y a un axe qui va du plaisir au fonctionnel. Est-ce que je suis ici pour passer un chouette moment avec mes copines? Ou est-ce que je suis ici parce qu'on n'a plus de papier WC à la maison? Pas le même genre de motivation. Le deuxième axe, c'est est-ce que je veux opérer indépendamment ou est-ce que je veux opérer de manière assistée? En fonction de ça, on a 4 types de motivations. Moi, en tant que retail designer, j'ai besoin de connaître ça et j'ai besoin de savoir pour mon consommateur cible quelles motivations d'achat sont les plus importantes. Parce que je vais en fait complètement définir l'aménagement de mon point de vente en fonction de parcours clients qui vont prioriser certaines motivations d'achat. On a des points de vente qui sont purement fonctionnels indépendants. Le format type, le petit supermarché, ouvert 24 heures sur 24. Okay? Indépendant, mission. À l'opposé, on a Decathlon qui, par exemple, est le roi de vous faire du plaisir, c'est-à-dire on est dans une mission où on cherche un hobby, et on a besoin, par contre, d'être assisté dans le choix du produit. Et ils vont faire ça très bien parce qu'ils vont vous fournir et de la PLV pour vous assister dans votre choix, mais aussi énormément de services et de zones d'essai pour vous aider à votre choix. Donc on est complètement opposés. Cela ne veut pas dire que Decathlon n'offre pas les autres types de motivations d'achat, mais il les priorise. On est d'abord sur ce type de mission-là, et puis on fera celle-là, et puis on fera celle-là. La conclusion donc, pour le consommateur, 2 aspects. La personnalité pour la connexion, les motivations d'achat pour la satisfaction. D'accord ? On passe au 3e élément, l'offre et le service. Et là, je vous renvoie à l'objectif qu'on s'est défini. On a défini un objectif. L'offre et le service doivent être cohérents par rapport à cet objectif. Donc, de nouveau, on a défini qu'on avait un objectif qui était de vendre du produit. Très bien. Faisons une offre et un service qui suivent ça. Donc, on a des très beaux magasins Levi's qui sont dessinés avec une offre qui, clairement, a pour but quand même de vendre du produit avec peut-être une offre de personnalisation, mais ça reste de la vente de produits. Okay. On a par contre, ici, un pop-up Emma, dont l'objectif était, il y a 5 ans, ceci date d'il y a environ 5-6 ans, Emma n'existe pas sur le marché français. On aimerait bien venir présenter notre marque pour pouvoir à long terme s'implanter. Quelle est Emma? C'est quoi son identité? Emma, c'est une marque qui vend la vie de tous les jours un petit peu plus sympa et fun. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un pop-up autour du thème de Pâques et on va offrir comme offre uniquement des œufs de Pâques. Il n'y a pas du tout l'entièreté de l'offre Emma ici. On a de l'œuf de Pâques, uniquement. L'offre a été définie en fonction de l'objectif qui avait été déterminé en amont.
Le dernier exemple, qui malheureusement a fermé fin de l'année dernière, mais qui a été le principe du premier showroom. Ça avait été ouvert en 2016 par Samsung, et c'était une idée à l'époque révolutionnaire parce qu'il n'y avait pas de vente de produits dans ce point de vente. L'idée, l'objectif ici, c'était d'éduquer les consommateurs Samsung aux possibilités de la technologie Samsung. On était dans une mission, dans un objectif d'éducation. Et donc, tous les services avaient été définis autour de ça. Et pour ne pas distraire de cet objectif d'éducation, on ne vendait pas de produits. Si vous vouliez acheter un produit, il vous invitait à faire quoi? À aller sur votre smartphone Samsung pour acheter un produit en ligne. D'accord? Donc, le récapitulatif pour l'offre et le service, la pertinence par rapport à l'objectif qui a été défini. Point numéro 4, l'espace. Ici, je vous invite à considérer les challenges et les opportunités que le bâtiment que vous allez investir vous offre. À savoir qu'on peut vraiment bénéficier et créer une expérience unique en faisant cela. On a un exemple ici d'un point de vente à Anvers, qui est un magasin multimarque de luxe, qui a investi une ancienne banque. Absolument parfait pour son positionnement. Et ils ont été vraiment très intelligents, et moi j'adore, c'est qu'ils ont utilisé les caves, qui sont les anciens coffres-forts, pour créer un sneaker safe. Et donc ils présentent les sneakers, qui sont moins facilement associés à un produit de luxe, comme si justement c'était des lingots d'or et des objets précieux. Le potentiel du bâtiment est utilisé pour le service de l'identité, du positionnement de l'offre. Autre très bon exemple, Golden Goose, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de sneakers, qui a un look préusé, comme si c'était une deuxième vie alors qu'en fait ils sont neufs. Ils ont investi à Mexico City une maison, en gardant la fonction de la maison. Donc la cuisine est toujours là, la chambre est toujours là, et elles servent de présentation pour les produits Golden Goose. Ça crée quelque chose de complètement unique et de complètement mémorable au niveau de l'expérience pour le consommateur. Et ce que ça génère aussi, et qui fait partie de ma conclusion sur ce point, c'est que ça génère de la curiosité. Golden Goose a des magasins un peu partout dans le monde. J'ai vu ça ici à Mexico City. Je suis dans une ville, je passe devant. Ah ben j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait. Très intelligent de nouveau. On arrive au dernier, celui que vous connaissez un petit peu moins, l'inattendu. On se souvient, l'idée ici, c'est de créer quelque chose de plus à chaque visite. Ok, ben c'est un peu compliqué ce plus, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux analyser? Moi, je vous conseille 3 choses. Numéro 1, la compétition. Et là, je vais vous inviter à être innovateur et pas suiveur. Le monde du luxe, la première personne qui a eu l'idée de faire un café, c'était hyper innovateur. C'était l'inattendu, c'était génial. Maintenant, tout le monde le fait, c'est devenu attendu, et c'est arrivé au stade que si on n'a pas une offre food dans un magasin de luxe, on est presque insatisfait. Donc, au minimum, maintenant, il faut faire la même chose que sa compétition, mais par contre, si on veut l'aspect inattendu, il faut faire autre chose. Très bon exemple, Hermès, qui, comme vous le savez, a cet événement du saut d'Hermès au Grand Palais, qui lui est unique. Qui d'autre peut faire un événement équestre? Personne. Et ils ont été plus loin en permettant au sein du point de vente physique de revivre cette expérience équestre à travers une simulation. Ça, c'est de l'inattendu. On a fait une réflexion sur la compétition, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Nous, on peut faire ça, voilà l'inattendu. Génial. La deuxième chose à analyser, c'est les tendances, évidemment. Et là, je vous invite à regarder les tendances dans votre secteur, donc les tendances vraiment du retail. L'intégration de l'art, pour l'instant, est extrêmement importante. On voit ici un très bon exemple du nouveau showroom Victoria Beckham à Londres. Mais je vous invite aussi à considérer les tendances hors secteur, les tendances sociétales. On voit que les gens, à l'heure actuelle, aiment mélanger les fonctions de vie. On adore le télétravail. Pourquoi? Parce que je peux faire ma lessive en bossant. On aime bien faire du shopping maintenant en ayant peut-être aussi de l'interaction avec ses amis à travers une tasse de café. Et pourquoi pas, on rajoute un tatouage dans le mix. Voici un point de vente à Bruxelles où on peut faire tout ça. Écouter de la musique, acheter de la mode, acheter aussi de la déco, boire un café spécialisé, croyez-moi, ils sont bien spécifiques, écouter de la musique et se faire tatouer. Les environnements hybrides deviennent de plus en plus populaires du fait de cette tendance sociétale de mélanger les fonctions. Attention, cependant, aux tendances, parce que pour moi, il y a parfois une tendance à oublier l'essence, au prix des tendances.
On en revient au fameux exemple, c'était Mango Zara, pour info, où on voit que ces marques, dans le fast fashion, essayent de se premiumiser. Très bien, je suis tout à fait pour, les consommateurs veulent ça, c'est très bien pour la planète, génial. Ils veulent du coup premiumiser leur esthétique. Très bien, pas de problème. Ils utilisent tous le même code de premiumisation. On perd quoi? L'identité de marque unique qui permet de différencier la base. Cela est un problème, en tout cas pour moi. Deuxième exemple, Walgreens, qui a utilisé de la tech. Alors la tech, de nouveau, c'est une grande tendance et c'est hyper important à l'heure actuelle. Je suis tout à fait pour. Le problème à considérer, c'est est-ce que cette tech sert à votre marque et surtout ajoute quelque chose à votre consommateur dans son expérience. Walgreens a dépensé plus de 200 millions de dollars à installer des portes de frigo digitales qui, en gros, montraient la même chose que la porte vitrée. Ça n'apportait rien aux consommateurs, ils ont perdu 200 millions de dollars. Okay? Donc, de nouveau, attention, les tendances, c'est important, mais posez-vous toujours la question de est-ce que ça a un sens pour ma marque? Est-ce que ça a un sens pour mon consommateur? La troisième chose que je vous invite à faire quand il s'agit de l'inattendu, c'est d'anticiper le futur. Et là, un sujet qui, moi, m'est cher, c'est la neurodivergence, à savoir que je suis HP, que 20% de la population est connue étant divergente à l'heure actuelle, que ça va aller en augmentant et que dans le retail, on n'y pense pas. Ça comprend les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, les personnes qui sont TDAH, HP, dyslexiques, les personnes qui souffrent de syndrome post-traumatique, de stress post-traumatique, mais aussi les déficients visuels et les déficients auditifs. Et de nouveau, dans le retail, combien de fois avez-vous vu des environnements qui sont spécifiés pour ces gens? Je suis retail designer, on me pousse à créer des expériences de plus en plus stimulantes qui ne me conviennent même pas à moi. Plus j'ai de stimuli, plus je panique. Génial, je fais des environnements qui ne me conviennent pas. Donc, moi, c'est un sujet qui m'importe et je vais d'ailleurs conduire un masterclass à ce sujet. Pour ceux que ça intéresse, le 4 juin, via le campus. Vous avez le site internet là, mais c'est aussi sur mon site internet si jamais ça vous intéresse. Donc, la conclusion par rapport à l'inattendu, c'est d'observer et d'anticiper pour innover. D'accord ? Et on arrive à la conclusion générale de ma petite présentation qui est, pour moi, la garantie d'une expérience à valeur ajoutée en point de vente physique, elle se joue par une approche plus stratégique, holistique, omnicanale, collaborative et inclusive du processus de conception retail design. J'ai abordé plus ou moins tous ces sujets, peut-être un peu moins l'aspect collaboratif. Et pour ça, je vous invite en fait à venir demain parce que j'anime justement une table ronde à ce sujet avec un groupe d'intervenants qui sont tout aussi passionnés que moi par le retail design, où justement on va parler plus de l'interdisciplinarité et l'aspect collaboratif dans le processus de conception des points de vente physiques. Je vais terminer avec un exemple visuel parce que j'aime toujours bien illustrer avec des mots d'une marque qui a pour moi vraiment cette approche stratégique que je prône. C'est-à-dire, ici, c'était Louis Vuitton qui lançait un nouveau produit avec l'artiste japonais Murakami, et où on voit que tout a été réfléchi en même temps. La conception du produit a été réfléchie en même temps que la stratégie omnicanale pour le vendre. Donc, les activations, toute la communication sur les réseaux sociaux, sur le site web, mais aussi des activations non produits ont été faites. Et dans les points de vente, idem. On a créé des points de vente différents et uniques et pourtant toujours cohérents dans plusieurs capitales du monde. Et je peux vous dire que les vrais fans, ils ont visité tous ces points de vente pour pouvoir dire cocher, 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 cocher. Et à l'intérieur du point de vente, on avait quelque chose qui allait dans l'objectif. Faire connaître le produit, immerser les gens dans l'univers de la marque et de ce produit spécifiquement. On joue sur du participatif pour avoir l'aspect tactile mémorable, on joue sur du gustatif avec de la dégustation, et on joue sur du jeu. Extrêmement cohérent, extrêmement fort. Voilà, en gros, c'est un petit peu là que je termine. Je vous invite à... on peut faire un peu un question-réponse s'il y a des gens qui ont des questions, mais sinon, vous pouvez aussi toujours avoir accès à mon site web et mon code QR pour les personnes qui seraient intéressées à se connecter sur LinkedIn. S'il y a des questions, sinon, je vous en prie.